première ligne qui travaillent au quotidien avec les femmes touchées par la violence. Rebonjour avec les collègues des différents secteurs de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'établissement qui, je sais, nous retrouvent aussi cet après-midi. Et enfin, un grand merci et un grand rebonjour aux membres du grand public, femmes et hommes qui sont interpellés comme il se doit par ce sujet et qui nous retrouvent cet après-midi pour une conversation bien particulière avec une femme bien particulière, Dada Gazirabo, directrice générale d'Oasis Centre des Femmes, la première, je dois le dire, qui dans mon parcours personnel m'a expliqué qu'est-ce que c'était que la violence, qu'est-ce que c'était que le féminisme, qu'est-ce que c'est quand on parle d'être touché par la violence. C'était Dada en 2010, mars 2010, je participais à ma 2010. 2010, oui, je participais à mes premiers 3 jours en fait, de formation en entrepreneuriat, ce qui a ouvert toute une nouvelle carrière et toute une nouvelle vie. Depuis, je te considère comme une mentor. J'ai été aussi une employée d'Oasis Centre des Femmes sous ta supervision et ton leadership pendant quelques temps. C'est dire combien je suis heureuse de te retrouver sur un plateau. Ce n'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Avant d'être directrice d'Oasis Centre des Femmes, tu as eu une longue carrière que je vais détailler, que je veux vraiment prendre le temps de préciser parce que ça nourrit et le travail du centre, c'est sûr, mais aussi cette innovation, ce travail particulier qui est fait autour de la violence, autour des agressions sexuelles qui ont lieu dans le cadre bien spécifique des conflits armés. On est ensemble jusqu'à 15h35, 15h30 pour s'en parler, et puis après, il y aura une deuxième session pour les intervenantes d'interaction, d'échange. Il faudra swapper, il faudra changer le lien, mais en tout cas, jusqu'à 15h30, on est tout ensemble. Donc, tu es activiste et militante du mouvement féministe depuis plus de 23 ans déjà, originaire du Rwanda. Donc il y a ce travail avec Oasis Centre des Femmes, certes, mais aussi avec Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, donc l'organisme qui nous accueille aujourd'hui et dont c'est le forum hybride pour encore quelques heures. Et tu as commencé comme coordinatrice provinciale de la campagne de sensibilisation aux signes avertisseurs de la violence conjugale. Ça s'appelait Voir la violence. En plus des enjeux de la violence faite aux femmes, tu es également très impliquée dans la reprise du pouvoir collectif des femmes francophones, dans la revendication et le soutien au développement des services en français. Et on verra d'ailleurs dans le cadre de cette initiative à quel point c'était important la langue et de s'adapter aussi au public francophone spécifique. D'autres implications dans la communauté, la création du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, une autre de tes grandes influences sur ma vie, puisque j'ai été présidente de l'organisme pendant 5 ans. Ça n'aurait pas été le cas et ça ne m'aurait pas aussi ouvert l'esprit et permis de rencontrer autant de gens si l'organisme n'avait pas existé, grâce à toi et grâce à d'autres activistes très impliquées, femmes immigrantes qui ont monté tous ces services. Tu as été également très impliquée dans le cadre du lancement de la première maison d'hébergement pour femmes francophones de Toronto. J'en parlais ce matin avec le travail extraordinaire des équipes, mais aussi les problématiques. Il n'y a pas assez de lits, des femmes et des familles, des enfants qui restent trop longtemps dans la maison par rapport à des problèmes de logement abordable, par exemple, qui bloquent un petit peu dans la transition. Mais en tout cas, on est bien heureuse d'avoir cette maison depuis 8 ans maintenant. Ça a célébré 10 ans déjà. Ça a célébré 10 ans, ouais. Donc c'était vraiment au tout début, avec les membres de l'équipe d'ailleurs qui sont encore connectés sur le chat, je suis sûre. Et puis la Fondation Espoir des enfants du Rwanda. Tu sièges sur différents conseils d'administration, conseils consultatifs et programme aussi de collaboration. Tu étais avec nous ce matin pour nous parler du travail spécifique dans la grande région de Toronto par rapport aux femmes qui sont femmes et jeunes filles qui sont dans le cadre qui sont victimes de la traite sexuelle, pardon. Et enfin, mère de 2 grands enfants. Tu habites à Toronto depuis 24 ans, donc on a toutes les deux voyagé pour Ottawa. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je peux me permettre de dire que tu es également grand-mère d'une jolie toute petite. Présentation est faite. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'un guide, un guide bien spécifique, un guide d'intervention qui a été développé d'une façon innovante, particulière et qui vient surtout répondre à un besoin.
qu'est-ce qui se passe depuis hier? On parle beaucoup avec Mayra de certains groupes vulnérables, de certains groupes qui ont des besoins spécifiques. Comment est-ce que tu peux nous placer cette initiative donc, de ce guide d'intervention pour les femmes survivantes d'agressions sexuelles? Je pense qu'il faut qu'on retourne un tout petit peu en arrière parce que le guide découle d'une recherche-action qu'Oasis a entrepris. Justement, je voulais, pour ceux et celles qui n'ont jamais encore entendu parler d'Oasis. C'est vrai. Moi, je pars du principe que... mais je suis sûre qu'il y en a. Mais Oasis est un organisme comme un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, devenu plus tard un centre de femmes qui offre du soutien et des services pour la lutte contre la violence sexiste, que ce soit conjugale, que ce soit sexuelle. Et nous offrons des services pour les femmes francophones dans la région de Toronto et de Peel Halton pour vraiment qu'elles reprennent leur pouvoir et deviennent autonomes. Et donc, parmi les femmes les usagères des services d'Oasis, à 75%, nous avons des femmes immigrantes et réfugiées qui viennent de plusieurs pays, notamment des femmes qui viennent des pays qui sont aux prises avec les conflits armés. Figure-toi que depuis plus de 20 ans, on rencontre ces femmes, mais on utilise des approches générales, des approches qui s'appliquent, qui ont été conçues au Canada depuis même qu'il y ait des conflits dans cette partie. Alors, à un certain moment, nous essayons de les aider autant qu'on peut, mais les services ne répondent pas nécessairement à leurs besoins, surtout pour celles qui ont survécu au conflit et les agressions sexuelles en conflit armé. Alors, Oasis s'est décidé quand même à se donner une tâche d'aller faire une étude, une recherche-action, parce qu'une recherche-action, ça inclut les bénéficiaires de services. Donc, pour mieux comprendre cette réalité des femmes victimes d'agressions sexuelles en conflit armé, pour mieux les aider et aussi essayer de toucher d'autres pour qui aussi ce n'est même pas non plus facile pour une femme qui a vécu des agressions de venir comme ça et dévoiler. Il y a des femmes qui ne dévoilent presque jamais ou qui prennent 20 ans, 30 ans avant de le dévoiler. Alors, nous voulions vraiment voir comment on peut toucher ces femmes et les aider à passer à travers un processus de guérison. Et à la fin, trouver aussi une approche ou des approches améliorées, multidisciplinaires, multidimensionnelles, pour que les femmes puissent vraiment s'en sortir et aider même d'autres femmes. Et voilà, on s'est mis à faire cette recherche. Et la recherche nous a révélé pas mal de besoins et de souhaits, justement, qui nous ont promptés à aller vers un outil immédiat dans les médias. Notamment... On va voir, si tu veux bien, à l'écran, finalement, qu'est-ce que c'est. Tu viens de parler d'une recherche-action. La recherche-action, c'est une méthodologie particulière qui va impliquer les femmes. Si je peux avoir la diapositive suivante, on va voir un petit peu j'allais dire, pas forcément la structure, mais presque, en fait. C'est 25 participantes qui se sont impliquées directement pour aller nourrir le développement de ce guide. Comment ça s'est passé, ce processus? Comment est-ce qu'on... Évidemment, dans toute recherche, il faut trouver un échantillon représentatif. Et donc, comme je te dis, ce n'était pas les femmes qui manquent. Parce que la plupart de ces femmes sont des usagères des services d'Oasis qui ont connu Oasis durant leur processus migratoire ou même après. Et donc, on est allé les chercher. On leur a proposé l'idée, parce qu'elle nous parlait d'ailleurs, c'est pas nous, ça vient d'elle, mais nous avons essayé d'exécuter. Et donc, on a créé un échantillon avec... au début, on voulait toucher plus, mais on a touché en entrevue à peu près une dizaine de femmes. Et puis, on a fait aussi des groupes focus. Et donc, on a administrer un questionnaire
et après le questionnaire, on a fait des analyses justement. Mhm. Vous pouvez aller voir notre beau rapport Oui. sur le site web, mais ça nous a beaucoup révélé pour nous amener à travailler sur un outil Tout à fait. et qui vient d'elle. Oui, ce Mhm. rapport, il fait 179 pages. Donc, pendant la Wow. prochaine présentation, enfin, pendant les prochaines minutes, on va passer à travers les besoins qui ont été exprimés, puis surtout la façon dont vous y répondez. La violence conjugale dans le contexte urbain, torontois, canadien, versus l'agression sexuelle dans un monde, non pas juste intérieur, entre guillemets, qui s'écroule, mais c'est toute une société. Là, on parle de quel type de conflit armé ces femmes? Qui elles sont? Elles viennent d'où? La majorité des femmes qui ont vécu des conflits armés viennent d'Afrique, dans les régions d'Afrique, des pays comme le Congo, le Rwanda, le Burundi. Il y a des femmes aussi qui viennent pour l'ancienne Yougoslavie, dans les Balkans, et puis d'autres pays du monde, au fait. Mais en grande majorité, c'est les femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Oui. Ouais. Et l'idée, c'est de les engager dans un processus de guérison. Avec la prochaine diapositive, on va rester un petit moment, en fait, justement, sur ce processus de guérison. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Dada? Les constatations, les besoins? Une des choses qu'on doit savoir, c'est que les femmes qui ont vécu des conflits armés, voire la torture, ont des besoins spécifiques. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement que sur leurs agendas, il y a le dévoilement ou même la guérison, parce que c'est un enjeu extrêmement pénible. Et en parler, pénible encore une fois, le répéter. Et donc, les femmes nous ont indiqué, la plupart des femmes ont exprimé le besoin d'avoir un groupe constitué, structuré, composé des femmes ayant vécu les conflits armés comme des contextes similaires. Ça, c'était leur premier besoin. Ils ont reformulé pas mal aussi d'autres recommandations au niveau des États, au niveau des Nations Unies. Mais pour nous, ce qui nous a interpellés le plus rapidement, c'était vraiment l'idée d'avoir ce groupe de soutien. Et parmi toutes les femmes, je pense que presque toutes l'ont exprimé. Et donc, nous avons trouvé que c'était un besoin d'agir rapidement. Tout à fait. Et justement pour passer à travers un processus de guérison. Et ce processus de guérison, je l'avoue, moi-même, je n'étais pas si familière que ça, mais avec la recherche et puis l'utilisation... un petit souci de temps en temps avec le micro, oui, c'est vrai, ça se glisse. Hein. J'aime bien, ça nous fait très agent secret, là, un petit peu à chaque fois. Alors, nous nous sommes servis justement de l'approche élaborée par John Cartwright et son compagnon Sid Rogers dans l'œuvre qu'ils ont appelée Your Wife Was Sexually Abused. Et ça nous a donné, on s'est vraiment servi de son modèle pour créer, pour détailler un processus qui aiderait les femmes à comprendre et à savoir à quoi s'attendre. Donc, voilà. Ce qui touche beaucoup aussi, enfin, ce qui me fait réagir dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent, elles n'ont pas parlé, jamais parlé, pendant des années et des années. Et du moment où il y a eu une petite offre ou une ouverture, en fait, d'écoute, de quoi vous avez besoin, en fait. C'est pas juste nous qui apportons quelque chose, enfin, les centres ou les organismes qui apportons quelque chose. Il y a eu... De quoi tu as besoin? Mayra le disait, dans le cadre des femmes victimes de violences, dans le cadre conjugal, on ne va pas essayer de projeter nos propres besoins ou nos propres attentes, on les écoute. Et à partir de là, d'un coup, il y avait une première urgence, c'était celle de ne plus être seule, de ne plus se sentir seule. C'est ça. Tu as aussi mentionné les États et Nations Unies. Hein. Oh, Il faut remonter la parole vite, hein, la parole haut, c'est comme ça que ça change, notamment dans le processus d'établissement, peut-être l'accueil, la santé, toutes les procédures pour arriver au Canada, pour être référé au service, le logement, la justice, j'imagine, tout ça, ça les touchait aussi. Elles sont passées à travers ça de façon un peu invisible et standardisée. Il y a des aspects particulièrement innovants aussi dans cette approche.
Le matériel est en français, par exemple. Oui, le matériel est en français. Le fait que ce soit vraiment spécifique pour les femmes immigrantes francophones ayant été exposées ou vécu des agressions sexuelles. Ouais. Parce que comme je te le disais, imaginez-vous intervenir auprès de ces femmes en utilisant une approche qu'on utilise en général globale. Ouais. C'est comme ignorer justement ce contexte, parce qu'il faut le dire aussi, c'est un contexte qui est nouveau dans ce monde occidental et puis au Canada. Mais nous, comme organisme francophone, le fait d'avoir ce matériel en soi est un aspect novateur, parce que quand les femmes se mettent ensemble, elles ne sont plus seules. Oui. Et comme on le dit dans la recherche-action, elles deviennent des parties prenantes dans leur processus de guérison. Et l'autre aspect, c'est que leur donner un processus de guérison détaillé, ça les aide à accepter. Et puis, ça aide aussi à rejoindre celles, parce que le matériel doit être mis, c'est l'autre aspect novateur. Oui. D'habitude, le matériel dont on dispose, c'est un matériel que chaque organisme utilise. Mais cette fois-ci, ce matériel, ces outils vont être en ligne et très accessibles, oui, en français, mais dans un format aussi où toute femme ou une femme qui les a utilisés peut partager avec les autres. Et ça, en soi, c'est un aspect qui rend cet outil assez accessible. Une ressource vraiment ouverte, généreuse. Le fait que les femmes, en plus, connaissent toutes les étapes à l'avance, c'est très empowering. Right? Il n'y a pas cette espèce de patriarchie, de prise en charge. Maintenant, tu fais ci, après tu fais ça, après tu fais ça. Un peu comme quand on arrive chez le docteur et qu'il nous prend un petit peu de haut en disant « mais toi, tu n'es pas experte de la médecine, je sais quoi faire, donc prends cette pilule ». Là, il y a cette approche féministe. Les outils ont été développés justement avec non seulement l'approche féministe qui redonne le pouvoir à la femme et qui comporte une analyse pour que les femmes comprennent que ce n'est pas de leur faute. Oui. C'est pas non plus... parce que souvent, ce que les femmes ont signalé, c'est que le manque de soutien, même par les proches, le rejet par les familles et le jugement de dire tu l'as voulu, pourquoi? Tu as sali notre famille, notre société. Et donc, je pense que le fait de l'approcher avec une analyse féministe, une analyse intersectionnelle aussi, parce que la plupart des femmes disaient que la perpétuation des violences n'est pas venue seulement avec le conflit armé, mais c'était comme on l'a vu durant la COVID. La violence existait, mais elle a été exacerbée. Durant les conflits armés, il y a des violences qui existaient déjà, les violences sexistes. Et durant les conflits armés, ça a été comme propulser les mêmes violences. Et même durant les processus migratoires ou post-migratoires, cette violence continue. Et donc, utiliser une approche qui analyse ça et qui analyse aussi les autres aspects, une analyse intersectionnelle et puis une analyse interculturelle, ça a aidé beaucoup à ce que ces outils considèrent la vraie réalité des femmes. Absolument. Et donc, le processus de guérison qui considère un peu tout ça. Oui, le parcours de guérison, on va le découvrir dans la prochaine diapositive. Ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de dire est important, effectivement, mais quelque chose qui est important pour ceux qui n'ont pas conscience, qui découvrent en fait cette réalité. La violence a lieu à un instant T, dans un espace spécifique, mais elle continue le long. Je veux dire, on ne quitte pas tout de suite un espace dangereux et où il y a des agressions vers un espace sain, sécuritaire, je dirais. C'est les camps de réfugiés, c'est les passages des frontières s'il y a besoin, c'est l'arrivée ici aussi qui est possiblement, qui reste précaire économiquement. Où il va y avoir aussi des gens qui vont savoir que la personne est vulnérable. Donc, quand on parle d'agression sexuelle, par exemple, dans le cadre du travail, on sait que certaines personnes sont plus vulnérables à cela. S'il y a
des attentes dans les papiers, par exemple, hein, le processus de réfugié jusqu'à ce qu'on puisse travailler aussi long. Donc c'est... Et le fait de leur faire répéter ça plusieurs fois, ça remue. Oui. Oui, et surtout la peur de... C'est très anxiogène aussi le fait que l'immigration a le contrôle sur leur vie. Parce que les femmes ne savent pas si elles vont être acceptées ou pas, si elles vont rester au Canada. Et donc ça préoccupe en premier leur cœur, leur priorité. Et leur parler de la guérison, ça devient notre lot de fardeau à porter. Exactement. Et à Oasis, il y a d'ailleurs un service spécifique pour les accompagner tout au long de ce processus qui peut être et c'est justement le programme qui nous a aidés à comprendre ces besoins parce qu'on se retrouvait devant des situations extrêmement complexes et qu'on n'utilisait pas la bonne réponse. Tout à fait. Les étapes du processus de guérison, on les a ici. Il y a 8 étapes. Oui, c'est vraiment un processus assez complexe, reconnaître, parce que souvent on ne veut pas, comme mécanisme de survie, on ne veut pas reconnaître, on veut oublier, on ne veut pas reconnaître que ça s'est passé à nous. Ça, c'est vraiment l'étape essentielle. Et revivre, c'est l'étape la plus douloureuse, parce que la femme essaie de faire le lien entre ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, d'essayer de ne pas se mettre la responsable. Et je voudrais m'arrêter sur reconnaître et revivre. Reconnaître, tu disais, on veut oublier, parfois on oublie. Parfois on veut effacer, on veut mettre un masque. Et le revivre, c'est même pas revivre à son rythme. Tu viens de le dire, c'est quelqu'un qui d'ailleurs parfois n'est peut-être pas formé, non? Les personnes du processus d'immigration et réfugiés, est-ce qu'elles savent comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on fait témoigner une femme? Les émotions, beaucoup d'émotions justement quand on revit, on se met dans le processus, dans un pays où personne ne connaît même pas, ou ne connaît même pas la nature du conflit qui s'était passé, mais c'est tellement vraiment teinté d'émotions et c'est pas tout le monde qui sait comment aider une femme à gérer, à revivre cette situation et à s'en sortir de façon... C'est justement pourquoi cette étape est assez importante, parce que c'est le moment, justement, ça peut déterminer la suite les autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on veut que les professionnels, les intervenantes même, je te dis que moi-même, personnellement, je ne savais pas toutes ces étapes. Et là, finalement, les développer nous a aidés avec toute l'équipe, puis les chercheurs aussi, à comprendre comment on peut le structurer de façon que même les femmes gardent le courage ou l'espoir d'aller vers les suivantes. Et il se peut que la femme, en arrivant, est arrivée peut-être à la première étape où elle est là. Ça aide encore une fois à continuer son cheminement. C'est le deuxième objectif, j'allais dire, de toute cette... ou le premier, en fait, à égalité de cet objectif. Enfin, de l'objectif de ce guide d'intervention pour les intervenantes, en plus, qui nous écoutent, et les membres du grand public aussi, qui sont peut-être moins familiers avec le travail qui se passe dans un centre de femmes. C'est aussi bien d'être capable d'accueillir la femme dans son processus comme il le faut, mais de nourrir les intervenantes elles-mêmes sur ce processus-là. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Et ça, c'est le mot magique qu'on utilise dans l'intervention féministe, aller au rythme de la femme. Ce n'est pas un autre rythme, c'est au rythme. Elle peut être prête, elle peut ne pas connaître où elle est. C'est à nous vraiment de l'accompagner de façon où elle prend en main son processus de guérison. Et le rôle le mot qui me vient à l'esprit, c'est d'inspection, parce que je suis encore bloquée là aux formalités d'immigration. J'imagine de revivre. C'est un petit peu, imaginons quelqu'un ici, à Toronto. Et c'est aussi imaginer qu'elle peut aller selon le rythme qu'on lui donne. Mais des fois, comme survie, elle le fait. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui l'accompagnerait du début jusqu'à la fin.
Ouais, je vais me permettre un parallèle. J'imagine quelqu'un qui a toujours vécu en Ontario, qui est victime d'une agression sexuelle. La police est appelée, 911, la police se présente, et cette personne n'est pas prête en fait à partager, à redire tout de suite. Il y a un blanc, il y a un choc, etc. Et imaginons que la police juge tout de suite en fait de la suite à faire à ce dossier, à donner à ce dossier à partir de ce qui a été dit là maintenant tout de suite, alors que le trauma n'est même pas encore géré et que la personne n'a même pas eu à respirer. Je fais un peu ce parallèle là. Il y a revivre. Exactement. Et des fois, il ne faut pas non plus oublier que ces femmes n'ont pas de réseau qui peuvent, des réseaux qui peuvent les soutenir. Ouais. Et quand la police, comme tu le dis, est mêlée à ça, c'est pas non plus le même processus qu'ils comprennent. Ouais. Et souvent, la femme peut s'arrêter ou se bloquer complètement. L'agresseur pouvait être d'ailleurs un membre des forces de la famille. Des forces d'ordre. Parce que souvent, on l'a vu dans le rapport, les femmes parlent des forces de l'ordre qui sont là pour les protéger d'habitude, mais qui sont les perpétrateurs. Tout à fait. Dans certains pays, on a vu même les forces de l'ONU, en fait, qui avaient été mises en cause, alors que c'est censé être les protecteurs, comme tu viens de le dire. Dans le rapport, de toute façon, il y a beaucoup de ces histoires, en fait, derrière les chiffres, derrière les verbes, derrière les étapes. Examiner de nouveau, interroger. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est différent de l'interrogation qui pourrait venir avant, en fait? C'est vraiment regarder en arrière et puis faire un certain recul. Et essayer de donner du sens à ce qui s'est passé, malgré que c'est difficile. Mais quand l'intervenante l'accompagne, justement, il y a des stratégies, il y a des exercices qui peuvent l'aider à surtout regarder, faire ce recul et dire... Et souvent, moi, j'ai eu beaucoup la chance de participer dans des groupes, des femmes. C'est transformateur. Je pense que quand la femme se donne, elle se donne ce pouvoir et se donne la permission. Oui, parce que souvent, c'est aussi le manque de permission qu'elles ont, où elles pensent qu'elles sont en train de vraiment le faire par force ou de ne pas le faire tout simplement. Mais je pense que se donner cette permission de dire, écoutez, je vais me distancer de ça. Oui, ça s'est passé à moi, mais je fais un recul et elle avance. Est-ce qu'il y a cette idée aussi, parce qu'il y a ce réflexe, cette force de survie qui vient se construire au-dessus, de se dire, si j'en parle maintenant, je vais avoir l'impression de me plaindre. Est-ce que c'est aussi l'autorisation que tu viens de mentionner? Ça rentre dans cette étape-là? Justement, il y a beaucoup d'émotions qui sont remuées et des fois, le blâme vient en premier lieu ou se juger soi-même. Et contrairement à ce qui se fait dans les cours, quand par exemple, elles sont obligées de répondre aux questions, aux questionnements, aux interrogatoires de la cour, elle-même, elle se le fait. Plutôt que d'être obligée de répondre comme un ordre, mais elle s'interroge sur ses souvenirs, sur ce qui s'est passé. Et je pense que la grande différence, c'est justement que c'est elle-même qui le fait plutôt que de faire face à un autre jugement, plutôt que de le faire d'elle-même. Et je trouve que c'est ça où la grande différence se perçoit chez les survivantes et chez les personnes qui les aident. Oui, n'hésitez pas, hein, vous nous écoutez, vous avez peut-être des questions. Moi, j'ai ma petite tablette avec accès au chat juste sur mes genoux, donc je pourrais me permettre bien sûr d'être votre voix, j'imagine, et de poser les questions à Dada au fur et à mesure. Donc on reconnaît, on revit, on examine de nouveau et on réinterprète. Oui, et je pense que réinterpréter vraiment, c'est revoir ce qui s'est passé en ayant des informations cette fois-ci. Parce que des fois, tu te dis, ah là là, quand les survivantes reconnaissent que ça, c'était la violence. Des fois, des gestes anodins,
qui se passait devant ses yeux, mais maintenant je donne l'information. Ça a commencé par là. Ouais. C'est ça, c'était voilà ce qui est responsable, c'est pas moi. Ouais. Oui, si j'étais pas allée là-bas, je serais pas, j'aurais pas été agressée, mais c'est pas la réalité. Souvent, elle est allée voir le médecin. Ouais. Souvent, elle est allée voir le chef du camp Ouais. ou pour aller chercher la nourriture. Souvent, c'est la personne qui s'occupe des enfants. Et souvent, c'est vraiment là où justement, où elle fait le lien entre cette information et voir quels sont les moyens qui ont été utilisés pour la contraindre. Ouais. Oui. Et ça fait partie de se déculpabiliser. Complètement, Ouais. totalement. Et aussi parfois la violence en conflit armé, on va avoir des actes individuels qui vont se faire sous couvert du contexte. Ouais. Parfois, ça fait partie des armes même, d'aller agresser, d'aller violer. C'est contre les hommes. Et les femmes deviennent de l'autre camp. Et les femmes deviennent comme un espèce de véhicule. Et c'est terrible, mais au moins... Ça a fait justement longtemps avant d'arriver à cette conclusion que l'agression sexuelle fait partie des armes terribles parce qu'on ne détruit pas une vie humaine, mais on détruit tout le village, comme on dit. Tout le village, toute la société. Oui. Et je pense qu'avec, par exemple, les agressions sexuelles commises durant le génocide des Tutsis, avec le tribunal international, c'est là où les femmes, justement, ont pu démontrer que l'agression sexuelle commise durant ce conflit n'était pas juste pour faire mal aux femmes, mais c'était pour détruire. C'est un outil justement de génocide aussi. C'est un crime contre... Ça devient un crime contre l'humanité. Ah oui, mais au fin fond, justement, le crime devient le crime parce que la justice l'a dit, mais au fin fond, chez les agresseurs, c'est une façon de démolir l'autre société, l'autre adversaire. Et utiliser la vie des femmes, justement, ça montre où le fin fond de l'agression sexuelle est ancré. Oui, ce que tu viens de dire, ça montre vraiment la lourdeur, en fait, et la complexité de ce sujet. On a une femme avec ses propres émotions, son vécu, plongée au milieu d'une histoire et au milieu des camps, en fait. Et puis, ça s'accompagne de torture, de dire à un fils d'agresser sa mère, un frère, sa sœur, à quelqu'un, sa grand-mère. Je pense que ça aussi, c'est quand on revoit tout ça, je trouve que c'est assez fort. Tout à fait. J'aurais dû le dire d'ailleurs en introduction. Même si on ne va pas rentrer dans les histoires elles-mêmes, on est plutôt dans le processus de guérison. Les ateliers, on est en train de partager certaines situations. Donc, si pour certaines d'entre vous qui écoutez, ça vient remuer, c'est un déclencheur, Marie et Michel sont dans le chat. N'hésitez pas à contacter directement pour être soutenus, pour parler. La ligne FAMED est également là, bien sûr. Un élément supplémentaire, effectivement, l'agresseur, c'est parfois pas celui qui agit, c'est parfois celui qui est un tierce et qui manipule quelqu'un de l'entourage. On est vraiment dans un niveau de violence et de tortuosité là, vraiment particulier. Après ça, pourtant, il y a déjà se libérer, se dégager. Oui. Et moi, je pense que quand on arrive là, c'est essayer d'enlever ses émotions aussi, de la colère, la honte, parce que ça vient beaucoup avec la honte, la culpabilité. Et l'intensité des souvenirs là, va s'atténuer. Oui, on se permet encore une fois. Et je trouve que c'est un moment aussi crucial dans le processus, parce que c'est comme on enlève... On le sent physiquement d'ailleurs, dans notre conversation, là l'énergie a complètement changé d'un coup. Je pense que je le voyais moi-même. Oui, je suis désolée, en te regardant, je me suis rendu compte que moi aussi, là, physiquement, je pense qu'on était toutes les deux comme ça. Et puis, on l'a lu, se libérer, se dégager, et puis, ok, il y a de l'espoir. On l'a entendu beaucoup des témoins ce matin dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes de violence, mais il y a toujours ce moment, au travers effectivement d'un chemin complexe qu'il faut comprendre, identifier, de se libérer, se dégager. La suite, c'est se reconstruire dans un nouveau contexte. Je pense que
on s'est permis tout ça. Se reconstruire revient aussi. Qu'est-ce qu'on reconstruit? C'est le sens de soi, l'estime de soi qui accompagne toutes ces pertes aussi. Et je pense que on commence à vivre. Oui. Tu viens de parler de perte. Est-ce qu'on est dans un processus de deuil ou c'est différent? C'est peut-être une bêtise. C'est un grand deuil qui dure même. Et puis, des fois, c'est un deuil éternel. Parce qu'il y a des choses qu'on a perdues qu'on ne reprendra plus jamais. Pas des êtres humains, mais la perte de soi. Une partie de soi. Oui, tout à fait. Grandir. Grandir, je pense que c'est le moment où tout le monde commence à voir que même tu es une autre personne. Tu as vraiment changé. Et je pense que la personne elle-même, la victime, la survivante, elle-même passe dans un processus où elle se retrouve. Elle a les pieds encore sur terre. C'est comme elle voit que c'est comme un enfant qui renaît, qui grandit, pardon, parce qu'elle est renée de tout ce deuil qu'il avait maintenu dans un état presque comateux. Comment réagit l'entourage à ce moment-là? Comment réagit la communauté aussi peut-être? Comment réagit les pères? Tu parlais que ça se passait aussi et que les femmes avaient besoin de partager cette expérience avec les autres. Ce moment-là de grandir et puis l'ultime être unifié ou j'imagine être réunifié d'ailleurs. Souvent, on l'a vu dans les cas d'agression sexuelle et dans les conflits armés. L'entourage aussi fait partie des poids qui pèsent sur la femme parce qu'il y a les jugements, il y a les discriminations, l'isolement. Mais quand on voit, je pense que des fois, tout le monde se protège pour voir cette douleur, en famille surtout. Et quand on commence à voir la femme reprendre vraiment son pouvoir sur elle-même, je pense que ça rassure tout le monde autour. C'est comme si elle a vécu ce processus, mais en même temps, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est interposé. C'est comme moi, je verrais ma fille qui est en train de passer à travers là et elle commence à se sentir mieux, je me sens mieux. Encore une fois, c'est un lot qu'on partage de l'extérieur, mais alors que tout le fardeau a été porté par une femme. On parle là d'étapes et tu nous le décris, tu nous conduis au travers de ces étapes, mais j'imagine qu'il y a des retours en arrière, ça tourne un peu ou est-ce que c'est assez linéaire je pense dans le processus, dépendamment de là où on arrive, des fois il faut retourner en arrière parce qu'il y a des remuages qui arrivent à n'importe quelle étape et c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est linéaire comme tel, mais c'est conçu de façon à ce que, comme on a dit, vous allez le voir, le processus se fait en 8 sessions. 8 sessions. Mais 8 sessions, c'est comme un standard de base, mais qui peuvent être répétés. Il arrive que les deux processus-là de reconnaître et revivre se répètent, même à plusieurs reprises, pour qu'on aille au rythme des survivantes. Exact. Ça, c'est quelque chose aussi depuis hier qu'on entend beaucoup. Le rythme des survivantes. Tu viens de le redire, tu l'as dit aussi il y a quelques minutes. C'est nourri par des interventions. On va avoir les noms justement de ces différentes approches sur la diapositive suivante. On a bien sûr l'intervention féministe. Tout d'abord, tiens, Julie qui nous dit dans le Zoom, être validé et être cru, ça aide dans la guérison. Et oui, il y a souvent beaucoup de deuil à faire en route. Ça, c'est la parole de l'expérience qui vient nous rappeler ça. Et toujours aussi, les témoignages d'hier ou de ce matin, je suis un peu perdue, qui disaient il faut croire, il faut croire. Quand on parle, il faut d'abord croire la personne. Donc, féminisme, intersectionnalité, anti-oppression, anti-discrimination, approche interculturelle, défense des services en français et accessibilité, différentes bases de l'intervention. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça, c'est des mots, c'est un peu des buzzwords là. Quand on les entend, mais est-ce qu'on peut les redéfinir un petit peu? Moi, je me dis toujours que
il y a 2 jours, on faisait la commémoration du massacre de la Polytechnique. On a commencé à impliquer les hommes dans cette lutte. Et puis, j'ai vu comment, quand les hommes sont réveillés, ils demandaient qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je trouvais qu'ils ont vraiment besoin de comprendre. Et moi, je leur ai dit, la première réponse, j'ai dit, nous avons un outil très fort. Ça tombe bien, c'est l'Institut de formation d'action ontarienne qui le développe. Oui, et je dis, mais cet outil-là, c'est l'intervention, l'approche et l'analyse féministe. Oui. Parce que c'est là, je dirais, comme c'est une capsule où on trouve justement la réponse. Parce que l'intervention qu'on utilise dans notre réseau, dans notre monde féministe, c'est ça qui aide la femme à comprendre que le pouvoir est à elle. Oui, et cette analyse de dire de la violence, de dire que la violence n'est pas un incident, c'est justement l'origine de l'inégalité. Et que la femme, une fois qu'elle apprend cette analyse ou qu'on applique cette analyse pour voir qu'est-ce qui s'est passé à la femme, elle finit toujours par... c'est elle qui a vaincu. Ce n'est pas l'abuseur, mais c'est elle parce qu'elle a repris son pouvoir. Elle a compris que la violence n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé à elle. Pour moi, je dis toujours, c'est le mot qu'il faut marteler, répéter, que ce n'est pas de ta faute. Ce qui s'est passé, c'est la faute de l'abuseur. Et je pense que l'analyse et l'intervention féministe nous apprend et nous apprend à accompagner les femmes. Et une fois qu'une femme a compris ça, elle ne se sépare plus et de l'intervenante et du centre et du mouvement en général. Moi je sais que mon premier jour de travail à Oasis, là, dans un autre siècle, dans un autre temps, en tout cas pré-Covid, tu m'avais déposé, on m'avait dit, OK, pour les premiers jours, là, tu as l'impression des guides, tu les lis, tu lis cette approche d'intervention, tu vas comprendre, effectivement, ça n'a jamais lâché. Donc pour vous, c'est beaucoup plus simple maintenant, tout est en ligne, c'est des modules, donc c'est vraiment ce que mentionnait Lydie, c'est les modules de formation 101, c'est les premiers par lesquels il faut commencer. Vous allez les retrouver directement sur le site de l'Institut de formation d'action ontarienne. C'est utilisé d'ailleurs même par chacun des centres, je pense, pour l'intake, les premiers jours du nouvel employé, pour les bénévoles également qui passent par là. Et pour les hommes, donc, qui sont aussi impliqués, c'est extrêmement intéressant. C'est très simple aussi à lire, mais très révélateur. Effectivement, je voudrais aussi qu'on parle de cette approche interculturelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans le cadre de ce guide? Dans le cadre de ce guide, et justement, quand les gens vont lire le rapport, elles vont voir combien les femmes ont exprimé justement le besoin d'être comprises selon leur vision, leurs valeurs culturelles. Et pour nous, en intervention, se sensibiliser sur justement les systèmes de valeurs surtout, les systèmes culturels. Moi, je dis tout le temps, il ne faut pas avoir peur de toucher le mot culturel. Parce que souvent, on dit que la violence, c'est culturel. Il n'y a aucune culture même qui tolère la violence. C'est juste dessiné. Et je pose toujours la question, à qui ça bénéficie? Justement, quand une culture bénéficie la violence, je pense que ça bénéficie aux abuseurs. Et pour nous, l'approche interculturelle montre à la femme le respect qu'on a pour elle, sa vision du monde et son système de valeurs. Et c'est ce que l'intervenante devrait vraiment mettre de l'avant, parce qu'à un certain moment, les valeurs de l'intervenante et les valeurs de la victime et la survivante se rencontrent. Mais comment est-ce où est-ce qu'elles se rencontrent sans que l'une soit au-dessus de l'autre? Et je pense que c'est un échange qu'il faut favoriser, privilégier et apprécier et les valeurs et les différences de chacune. Tout à fait. Dans le guide, les intervenantes, parfois, vous les désignez comme étant des co-animatrices. La posture de l'intervenante
est modifié par ce terme-là, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que l'idée, c'est que les femmes ont leur rôle dans leur processus, comme on l'a dit. Les intervenantes sont là pour faciliter leur discussion, faciliter les échanges, mais ils donnent la place aux femmes de passer à travers. Et s'il y a une ou deux animatrices, elles s'entraident. C'est pour vraiment accompagner les femmes à travers le processus. Parfait. Et pour moi, je dirais que c'est l'aspect justement où on a mis la main, on a laissé les femmes mettre la main et pratiquer leur propre guérison. Oui. Adama qui nous dit, dans ce village planétaire qu'est le monde aujourd'hui, comment se reconstruire lorsque les circonstances qui ont conduit aux violences subies, donc dans le pays d'origine, se reproduisent souvent dans les pays que l'on a fui. Non, j'ai mal lu. Dans ce village planétaire qui est le monde aujourd'hui, comment se reconstruire lorsque les circonstances qui ont conduit aux violences subies se reproduisent souvent dans les pays que l'on a fui, donc se reproduisent encore en fait. Adama, si tu veux bien me préciser, si j'ai bien compris, donc c'est comment est-ce qu'on se soigne quand on est encore parfois même lié par les médias sociaux ou par la famille, ou par les actualités, on sait que ça continue. C'est encore présent. Comment c'est possible? Moi, je me dis, tout ce processus, tout ce travail, que ce soit la recherche en elle-même, que ce soit la conception de l'outil, on n'oublie pas la lutte continue qu'on fait, la revendication. Et justement, ni l'un ne peut pas être fait sans l'autre. Parce que même si on a cet outil, ça ne veut pas dire que la violence est finie. Mais, et puis, en partant des expériences des femmes, ça nous donne, ça nous nourrit pour dire, écoutez, ça se reproduit encore. Justement parce que les Nations Unies n'ont pas encore de stratégie. Le Canada peut-être n'a pas de stratégie, mais en même temps, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Parce que oui, la recherche est là, mais l'action est là aussi. La guérison est là, mais la guerre continue. Et je pense que c'est parallèle. Il faut aller en parallèle, continuer, bien sûr, la guérison, mais, et moi, je me dis, c'est plein d'espoir parce que l'un des grands aspects novateurs aussi de ce travail, c'est que les mêmes femmes qui étaient des victimes deviennent des survivantes et deviennent aussi des sources de soutien pour d'autres femmes. C'est un travail à la chaîne, mais en même temps, c'est un travail qu'on ne ferait pas toute seule. Et il faut aller continuer à revendiquer qu'il y ait une stratégie au niveau de l'immigration pour l'accueil des femmes victimes des conflits armés, plutôt que de répéter 1000 fois qu'elles auront vécu des agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'on a sur place? Est-ce que les organismes qui offrent des services en agression sexuelle ont tout ce que ça prend? Est-ce que les professionnels de l'immigration comprennent les agressions sexuelles en conflit armé? Et qu'est-ce que le Canada fait à ce niveau-là? Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait à ce niveau-là? Chaque fois que moi j'entends un conflit qui est en train de naître ou en train de gronder, là, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose pour les femmes? Est-ce qu'on a une stratégie? Je trouve que tout ce travail-là, toute cette revendication qu'on continue de faire porte du fruit. Parce que même les Nations Unies, on entend dans tous les conflits, il y a une représentante des Nations Unies sur place en termes des agressions sexuelles ou des agressions contre les femmes. Pour observer, pour mettre en place des processus. Et pour aller dire, écoutez, d'ailleurs, la plupart des fois, ce sont des femmes maintenant. Parce que dans tout conflit, on pense toujours armée, stratégie militaire, mais pas de stratégie de protection des femmes et des enfants. Qui devraient être pourtant. Et moi, je me dis, je dirais à Adama qu'il ne faut pas qu'on s'asseye tranquillement, parce que si hier c'était au Congo, aujourd'hui c'est en Afghanistan, demain ce sera
quelque part ailleurs, Ouais. je pense qu'il faut garder l'œil ouvert aussi Oui. et élever la voix. Un autre mot encore qu'on a entendu beaucoup pendant les 2 jours, le mot espoir, tu viens de le reprononcer. Donc c'est la guérison, effectivement, les processus de guérison. Pour certaines, aller revendiquer et devenir, dans le cadre de la prévention, ou en tout cas améliorer le processus. Je me dis aussi que, je t'écoutais, je me dis, pour certaines quand même, il faut aussi donner le droit de ne pas forcément devenir une porte-parole. La guérison peut s'arrêter à « je me suis reconstruite, puis je fais ma vie », n'est-ce pas? On n'a pas... J'ai cette sensation parfois, parce qu'on entendait ça aussi depuis de Carrie ce matin, survivante du trafic sexuel, qui maintenant parle et travaille auprès de ses services. Certaines pourront le faire, d'autres ne pourront pas le faire. Oui, donc à elle aussi de se voir plus loin ou pas. Mais comme je le disais plus tôt, quand l'entourage voit qu'est-ce qui se passe, je pense que ça ouvre l'œil et surtout dans notre monde de femmes féministes, la solidarité est quelque chose qui n'est pas loin de partir, parce que aussi longtemps qu'il y a une femme qui vit des agressions, je ne me sentirai pas bien. Et je pense que c'est toi, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on continue d'ailleurs de travailler, d'agir dans ce monde, parce qu'on sait que ça doit s'arrêter. On sait que ça doit changer. Exact. Et c'est transformateur aussi. Je pense qu'il faut qu'on continue. Oui, transformateur. Je revoyais le titre, bien sûr, de ce forum. C'était « Et maintenant, hier ». Hier, le thème était « Et maintenant ». Aujourd'hui, c'est « Et après ». Voilà. Et après, c'est ça. C'est cette reprise en main, effectivement, par les survivantes qui créent leurs propres outils de guérison, mais qui sont aussi en mesure d'aller agir, un petit peu comme toute génération, tout groupe le fait pour certaines, d'aller travailler à développer justement ces nouvelles situations et mettre la pression sur les États. Tu en parlais comme étant un besoin. À la prochaine, justement, diapo, on commence le moment où tu vas pouvoir nous guider dans le déroulement concret de ces sessions. Tu parlais de 8 sessions. Entre 1 et 8 sessions. Donc voilà un peu le modèle de planification que vous avez ressorti de la recherche. Donc, si on a essayé comme on l'a dit tout à l'heure, de le structurer à 8 sessions. Et donc, chaque session comprend l'étape. À quelle étape on va parler? D'accord. La première session, évidemment, ça parle de reconnaître et revivre. Et donc, il faut trouver aussi un thème. Vous allez voir, on a développé aussi à peu près 24 thèmes. Qu'on aura sur les diapos suivantes, absolument. Oui, et quel est le but à chaque session? Pourquoi est-ce qu'on veut, dans quel but on a fait ce thème ou ces thèmes? Et il faut se donner aussi les hypothèses d'explication. Il faut toujours se mettre en tête que plus les femmes comprennent pourquoi elles se soumettent à cet exercice, plus ça va leur donner l'envie de continuer. Il y a par exemple des femmes qui arrivent à la première session et si elles ne savent pas à quoi s'attendre, justement, elles peuvent perdre le courage d'aller continuer. Mais chaque fois, c'est toujours se rassurer qu'elles comprennent en quoi elles s'engagent et qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de ces sessions. Et donc, on va aussi utiliser l'hypothèse d'intervention. Et être là. Il y a des fois des exercices qui permettent aux femmes de vraiment d'être sur place et de comprendre et puis de franchir l'étape selon laquelle. Et à la fin, on verra aussi le résultat. On parle du résultat qu'on attend. On dit, aujourd'hui, on peut partir de la session après avoir essayé d'entrer dans le processus de reconnaître. Et évidemment, à chaque session, il y a des exercices qui aident les femmes à mieux se retrouver dedans. Et le résultat prévu? Et le résultat prévu, justement,
à la fin, on pourra l'évaluer selon. Ouais. D'accord. Très bien, modèle de planification. Donc, passons à une session type. C'est la prochaine diapositive. Ces sessions, elles durent combien de temps? La session dure 3 heures. Ouais, pour donner le temps. Combien de personnes? Ça dépend. Pour nous, on considère plus de 2 personnes comme un groupe. Oui, même si c'est 3 ou 4. Mais jusqu'ici, nos sessions ont eu plus de 8 personnes. Wow. Oui, donc, mais un groupe défini comme plus de 2, je trouve. Et puis, justement, on va encore une fois aller dans les thèmes. Quel est le thème qu'on a choisi aujourd'hui? Et ici, la session type là qu'on parle d'ici, c'est la toute première, où les femmes arrivent pour la première fois. Et c'est une des sessions les plus très, très délicates aussi, parce qu'il faut commencer par vraiment créer l'atmosphère de sécurité pour que les femmes soient là, sur place. C'est pour ça que tu vois l'exercice de centrement. Oui, comment ça va? On utilise le comment ça va, mais on utilise aussi un exercice pour que les femmes se sentent là, sur place. Somatique, pour recentrer ou pour reconnecter le cerveau, les émotions, le cœur, le corps. Parce qu'elles ne savent même pas non plus qu'est-ce qui va sortir. C'est la première fois qu'elles vont en parler. Elles ont parlé avec les intervenantes au début, mais rencontrer d'autres femmes pour la première fois qu'on ne connaît pas. Qui sera là? Les communautés sont petites aussi. Est-ce que ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête? Des fois, il peut s'agir de 2 femmes qui viennent de camps opposés. Exact. Et des fois, ça peut freiner, mais ça peut aussi créer un autre lien parce que le point commun, c'est qu'elles ont souffert dans le même contexte aussi. Et donc, il y aura les activités selon le thématique. Et disons par exemple, comment est-ce que le grounding, comme on dit, et les pauses. C'est aussi, comme on le dit, des occasions de connecter, de voir entre les membres, les participantes qui se retrouvent pour la première fois. Elles peuvent être d'âges différents, de contextes, de pays différents, mais vraiment le point commun, c'est des femmes qui ont vécu les agressions sexuelles. Et je me demande juste, Dada, est-ce que les sujets, justement, est-ce que les conversations pour les expériences que vous avez eues jusqu'à maintenant, et n'hésitez pas, là on est en train de rentrer dans le détail de ces sessions-là, puisque l'idée de la recherche-action, c'est bien sûr, oui, Oasis qui l'a tenue, mais après, le plus ça peut s'étendre et se reproduire, que ce soit en Ontario ou au Québec, et dans le Canada, et puis pourquoi pas que ça devienne une excellente pratique au niveau mondial. Tu parlais des Nations Unies, pourquoi pas. Poser des questions. On veut vraiment, à la fin de cette première présentation, que vous commenciez à vous sentir à l'aise et que vous vous disiez, OK, est-ce que c'est quelque chose que je veux emmener dans ma pratique quotidienne, par exemple. Donc moi, je me disais juste, notamment dans le cadre des femmes qui viennent de factions opposées, toutes les 2 victimes d'ailleurs de la même dynamique violente d'hommes, en fait. Donc ça, je repense par exemple aux mères palestiniennes et aux mères israéliennes qui se tiennent en se disant, ni l'une ni l'autre ne veulent que nos enfants vivent dans la violence, donc il va bien falloir trouver autre chose, donc qui s'unissent. Est-ce que les questions historiques, est-ce que le contexte est aussi évoqué dans ce type de session où on va se concentrer sur la perception de la femme, sur le vécu de la femme? On se concentre sur le vécu de la femme, mais comme je dis souvent, les femmes qui s'enrôlent dans les groupes sont des femmes qui ont fait déjà un pas en avant avec le counseling, avec d'autres services de soutien, qui ont accepté d'aller dans un groupe et justement de savoir
quel est le but du groupe? Oui. En quoi le groupe va m'aider à continuer mon processus? Parce qu'il y a la guérison aussi individuelle. Oui. Mais, comme je te l'ai dit dès le début, les femmes ont souhaité que, et on le sait, l'effet groupe, qu'est-ce que ça peut amener? Le premier fait, c'est de ne pas se retrouver seul, de comprendre qu'on n'est pas seul. Parce que souvent, la victime, la survivante se dit que c'est un enjeu qu'elle vit toute seule. Mais une fois qu'elle voit d'autres femmes qui ont subi les mêmes, c'est comme elle a un réseau. Un réseau de soutien aussi. C'est pas juste pour venir entendre qu'est-ce qui s'est passé à Faiza, mais si ça s'est passé à Faiza, ça peut se passer à Dada et on peut se mettre ensemble. Et si je reviens à la question que tu posais, les aspects regardant le conflit en soi ne sont pas nécessairement posés dans le groupe, abordés dans le groupe. Il y a comme une espèce de cercle en fait. Oui, c'est comme un cercle. Des sujets finalement qui font sens dans la guérison et d'autres qui au contraire... une deuxième activité, là, comment est-ce qu'on finit une session? Pareil. Une première session? Une fois qu'on a passé justement aux activités, il y a des activités d'ouverture, l'activité ça peut être artistique, ça peut être relié vraiment à la thématique. À la fin, d'habitude, on se fait un engagement au début pour voir où est-ce qu'on en est. Et même sur les fiches qu'on a mises en ligne, les fiches thématiques, parce que les 24 fiches thématiques sont maintenant disponibles sur le site internet. Sur le site internet d'Oasis. D'accord. À la fin, ça c'est comme une session personnelle. C'est pas un groupe, mais la personne qui a, disons qu'elle a pris la fiche sur le dévoilement. Elle voit c'est quoi le dévoilement, comment le dévoilement peut se faire. Et à la fin, elle se prend aussi un engagement. Oui. Pour dire, après avoir lu, je me sens, je vais faire ça, ou je suis très... Elle se place en quelque sorte vis-à-vis du processus. Et là, c'est comme tu dis, tu fais ton bilan, ton plan journalier, et tu dis, aujourd'hui, je vais aller au groupe pour... À la fin du groupe, j'ai acquis ça, mais la prochaine fois, j'aimerais travailler sur ma colère. J'aimerais travailler sur le fait de me sentir crispée, où je vais dire plus. C'est vraiment la femme qui se fait avant de partir et elle n'a pas besoin de le partager. D'accord, c'est comme un contrat qu'elle fait avec elle-même et qui lui donne le sens de ce qu'elle vient de faire, mais aussi de le projeter pour la session suivante. Et souvent, elle ne manque pas, même là, aucune session, parce qu'elle vient avec un but, elle part avec un nouveau but et un projet. Et pour nous, je me dis, c'est ça. Et à la fin, si, disons qu'elles veulent prendre le matériel, il y en a qui te disent, je vais le partager avec ma sœur. Je voudrais l'envoyer au pays. Il y en a même qui disent ça. Et là, elle peut prendre le matériel et ne pas venir la prochaine fois. Et si elle veut l'emporter, ça lui appartient. Ça lui appartient. Et si, disons qu'elle ne pourra pas être au groupe prochain, elle peut aussi garder le matériel avec elle parce qu'il y a des exercices qu'elle peut faire avec elle-même. Et donc, à la fin, elle complète un formulaire d'évaluation et à la remettre aux animatrices ou à l'animatrice. Et des fois, elle formule des besoins, des suggestions pour le groupe, la session prochaine. Donc, elle reste en lead, elle lead, elle mène. Elle mène et puis elles font vraiment de bons souhaits valables et qui peuvent être prises en compte. Comme je le dis, c'est vraiment un groupe qu'on mène, mais comme un peu à l'ombre, parce qu'elles le font elles-mêmes et elles ont besoin de toute la logistique,
et surtout le soutien. Et une des choses aussi qu'on n'oublierait pas de faire s'il arrive que durant une séance, la femme veut vraiment ventiler ou qu'elle se met en crise, il y a toujours une intervenante pour aider et à gérer la crise. Parfait. Ouais. On a encore une dizaine de minutes, je dirais, pour parcourir les thématiques, puis bien sûr les intervenantes. Restez avec nous parce qu'on va parler un petit peu plus des exercices. Et puis c'est vraiment la session de... on pourra ouvrir les caméras et se poser plus de questions, d'échanges, etc. Donc il y a 2-3 diapos, je dirais, qu'on va peut-être laisser pour le groupe lui-même des intervenantes. Quand on aura, faudra switcher, quand je vous le dirai, il faudra switcher de lien. Vous avez reçu le lien, bien sûr, dans votre courriel. Donc on a encore un petit peu de temps. Dizaine, quinzaine de minutes. Oui, voilà, c'est ça. On me dit oui, 10 minutes. Ouais. Très bien, je peux me tourner. C'est la magie d'être en studio. Quelques éléments supplémentaires sur cette première session que tu voulais préciser donc, à la prochaine diapositive. Donc là, on était sur la session type. Quelques éléments de plus. Donc, présenter les buts du programme. Le mode de fonctionnement, tu en as parlé un petit peu. La confidentialité, par contre. Qu'est-ce qui se passe autour de cette confidentialité? Oui, la confidentialité est cruciale parce que chaque femme, chaque participante dans le groupe doit être assurée que ce qui se fait dans le groupe reste dans le groupe. Souvent, comme minorité francophone, tu l'as dit déjà, les communautés sont trop minoritaires. Tout le monde connaît tout le monde. On peut se rencontrer dans un groupe alors qu'on ne veut pas peut-être se rencontrer. Ou que, c'est très important de bien souligner encore une fois que la confidentialité est garantie parce que c'est ça qui aide les femmes à sentir l'assurance de continuer. Et je trouve que c'est le rôle des intervenantes de rassurer que, et s'il y a des soucis, des bris, de l'écouter et de quand même y regarder de très très près pour que chaque personne... Ça va aussi avec la sécurité. C'est pas juste qu'on dise... qu'est-ce qu'on a entendu de moi, mais c'est aussi la sécurité. Et ça fait partie du processus sécuritaire de guérison aussi. Et la confidentialité, parce que je sais que parmi les participantes, il y en a certaines qui sont dans des services, dans des secteurs connexes en fait de travail. Ça va même jusqu'à, oui, on s'est connus dans le groupe, mais une fois qu'on est à l'extérieur, on fait comme si on ne se connaissait pas. C'est ça. Pour ne pas éventuellement laisser la place à tiens, d'où est-ce qu'elles se connaissent. Et puis, une des choses aussi qui fait la grande différence, c'est que quand les femmes m'en parlaient, bien qu'elles souhaitaient avoir un groupe, mais elles souhaitaient avoir ce groupe dans un environnement sûr, sécuritaire, un environnement qui leur garantit justement ce processus de façon autonome, mais qu'elles aient aussi... Et ce n'est pas nécessairement n'importe où. Nos centres sont assez munis pour donner cet espace. Et je ne pense pas que les femmes voudraient aller dans n'importe quel environnement, dans un hôpital ou je ne sais pas quoi. Mais c'est important aussi de souligner ça, que les femmes ont souhaité. Mais justement, Dada, et puis je m'en rends compte d'un coup, je ne t'ai pas encore posé la question, alors qu'en fait, ça nous occupe. On parle d'espace sécuritaire, espace de rencontre, espace de dialogue. Mais là, les 2 dernières années, presque les 2 dernières années, 1 an et demi au moins, beaucoup de choses n'étaient pas possibles en fait, en face à face. Est-ce que les groupes se sont arrêtés à ce moment-là? Est-ce que vous avez adapté? Qu'est-ce qui s'est passé? Les groupes de cette nature se sont arrêtés parce qu'on ne savait pas justement se rassurer sur la question de la sécurité. Sécurité sanitaire. Et au vu de tout ce qui s'est passé aux femmes durant le confinement, il ne fallait pas prendre une chance de mener des groupes en virtuel. Mais au même moment, c'est ça qui nous a précipité justement à afficher
Ouais. les outils, les fiches en ligne. Et pour nous, je pense que ça a été aussi un des avantages d'avoir pensé à la diffusion dès le départ, aussi même de la création de l'outil, de le disponibiliser en ligne, sur les web. Oui, pour que une femme qui est, je ne sais pas où, peut accéder, si elle sait où trouver ses fiches. Tout à fait. Elle peut aller en ligne le trouver. Le lien a été partagé justement sur le site chat. web. Oui, tout à fait. Merci à l'équipe qui anime le chat. C'est très rapide et très efficace. Merci beaucoup. Et je pense que aussi, il faut bien sûr présenter le déroulement, mais le processus de guérison. Oui, c'est comme tu l'as vu, c'est structuré, mais on peut inverser les étapes, si, dépendamment du groupe qu'on a devant soi. Mais dans tous les cas, comme on l'a dit, c'est l'attrait principal, c'est de dire où est-ce qu'on en est au niveau du processus de guérison. Est-ce qu'on reprend les 2 étapes précédentes ou bien est-ce qu'on continue? Il faut tout le temps revisiter ce processus. C'est comme faire un test soi-même pour voir est-ce que quelque chose a été acquis. Stop ou encore. Oui, stop. Ou on va reprendre encore l'exercice. C'est comme vraiment se mettre dans son mode de guérison. On parle de guérison, on entend maladie, mais il faut aussi qu'on entende. C'est le mot healing en anglais, je pense, qui ça. Reproduit vraiment cette recherche. Mais guérir de quelque chose, ça prend aussi. Ça ne guérit pas d'un coup. Tout à fait. Et je pense que il est très important de revisiter les étapes et de voir si on est passé à travers chaque étape comme on le voulait, ou si donc dans chaque plan, c'est dommage, j'aurais pu peut-être montrer le schéma de l'atelier, mais sur chaque plan du jour. Et c'est bien structuré, vraiment. Je voudrais encourager les intervenantes, surtout, à aller à vous faire former, parce qu'on ne donne pas nécessairement cet outil avant de former les intervenantes. Et une fois qu'elles sont formées, elles peuvent l'adapter, mais c'est fait de façon que ça ne leur demandera pas de recréer la roue. Exactement. Mais de se concentrer sur l'accompagnement. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à ces étapes-là. Qu'est-ce qui se passe si dans ce groupe, imaginons 4 femmes qui se réunissent, certaines vont peut-être avancer plus vite, si on peut mettre vraiment une rapidité ou un temps dedans. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a c'est des décisions communes? Je reviens là-dessus, j'ai besoin de refaire cet exercice. S'il n'y en a qu'une qui a besoin de refaire l'exercice, comment ça se décide? Je sais que c'est une question très précise, peut-être que j'aurais dû la laisser pour notre groupe après, mais... Il y a la dynamique de groupe dedans, parce que des fois, il y a une femme qui est la guérisseuse dans le groupe. Il y a une qui est moteur, qui est renfermée. Il y a une autre qui met en cause. Il faut vraiment gérer et canaliser quand on anime ce genre de groupe ou qu'on facilite. C'est de voir quelle est la tendance, la dynamique, et de s'entendre avec les femmes sur ce qui marcherait. Mais je voulais dire aussi que, comme vous l'avez vu, les 8 sessions ne sont pas nécessairement, ne complètent pas toutes les étapes, mais il se peut souvent que les femmes en demandent encore. Et dans ce cas, c'est à voir aussi avec elles, si elles veulent continuer. On a eu des groupes qui ont repris toutes les étapes, pour dire encore combien il faut rester à l'écoute de ce que les femmes souhaitent. Oui, tout à fait. On a les prochaines diapositives qui sont concentrées sur justement citer ces 24 thématiques. On va les lire. Tu voudrais peut-être t'arrêter sur une thématique par diapositive? Comme tu veux, chacune? Mais c'est toute une liste. Moi, ce que je dirais, c'est que les fiches qui sont sur le site web sont tellement
bien élaborés. Ok. Et tout le monde peut aller les voir même tout de suite si elle veut. D'accord. Alors, je vais demander à notre super équipe, juste derrière moi, de me suivre. Je vais les lire, en fait, ces thématiques. Puis tu vas me dire stop, peut-être à un moment. Mais c'est vrai qu'on a aussi, Ouais. pour rentrer dans les détails, dans quelques minutes, justement, nos groupes. Donc, les agressions à caractère sexuel en situation de conflit armé, bien sûr, on commence par là. Le lien entre les agressions sexuelles et la torture, il y a des différences, il y a des similitudes, j'imagine. La violence faite aux femmes, différentes formes d'abus aussi, parce qu'on parle, j'imagine, physique, mais il y a aussi les questions psychologiques, les questions de violence spirituelle, d'économie, etc., qui viennent aussi rentrer en jeu. Féminisme et approche anti-oppression. Être privilégié. Quand on parle de privilège, c'est souvent par rapport à la couleur de peau, par exemple, ou au statut social. Oui. C'est de ça que tu... Ici, on dresse un tableau vraiment de privilèges, parce que on veut parler du privilège masculin, du privilège racial, mais aussi du privilège entre l'intervenante et la femme. Parce que souvent, quand on ne regarde pas, le privilège peut venir avec des biais. Oui, c'est une occasion aussi de donner à chaque personne de voir c'est quoi le privilège. Souvent, on ne le sait même pas. On ne se questionne pas sur le privilège qu'on a comme intervenante, et comme abuseur, comme institution. Et je pense que ça, le thème est apparu à plusieurs reprises dans la recherche, parce que c'est là où justement le privilège est à la racine aussi des abus et des violences que les femmes ont subies durant les agressions sexuelles. Et donc, il a été très important qu'on élabore encore une fois pour qu'on dresse au tableau qu'est-ce qui est privilège dans ce comportement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est ça que on a trouvé que c'était important de le montrer aux femmes encore une fois. Oui, tout à fait. Je vais lire les prochaines. J'étais avec le Zoom, donc on va bientôt passer, dans 2 minutes, je pense, dans le petit groupe. Un lien vous a été envoyé, donc on va se retrouver, je pense, dans la même configuration, de toute façon, dans 2 minutes. Je vais lire donc ces thématiques, puis on y revient tranquillement et on aura un exercice aussi qui pourra être discuté. Bien sûr, on pourra ouvrir aussi les caméras puisqu'on sera en Zoom plus privé. Le dévoilement, le processus de guérison, les mécanismes de survie, le trouble de stress post-traumatique, vouloir oublier, tu en as parlé, ça fait partie de cette première étape de guérison, de se rappeler finalement. La suite des thématiques, pour la prochaine diapo, on a le deuil, la réflexion sur le chagrin, la peur, la dépression, les pensées suicidaires. Donc là, on est vraiment dans les émotions lourdes, fortes en fait, qui se maintiennent et qu'il faut aller écouter avant de les absorber. On ne va pas les absorber, mais elles vont faire partir du processus de guérison. Avec Julie, on a appris d'ailleurs qu'il y avait 2 couleurs, puis qu'il fallait les rassembler. On a fait un petit exercice là tout à l'heure en groupe. La prochaine diapositive, qui sera, je pense, la dernière sur les thématiques, surmonter les épreuves, culpabilité et honte, colère, les styles de communication, la relation mère-enfant, avec des enfants qui parfois aussi sont le fruit de ces abus-là, double ou triple parfois difficulté. La suite encore, qu'est-ce qu'on a juste après? La relation avec les hommes. Voilà, bien sûr, relation avec les hommes, conséquences des agressions sur la sexualité, relaxation, astuces, pensées, faire son bilan. Donc là, on est vers le bout du chemin de guérison, exact. Avant qu'on passe... Ce que je voudrais dire sur les thématiques, là, ça ne vient pas de nulle part. C'est des thèmes qui ont été reformulés selon ce que les femmes ont exprimé, justement. On avait prévu de démontrer certains des témoignages des femmes. Je pense qu'on l'a enlevé, mais ça montre justement combien les femmes l'exprimaient. Ça revenait tout le temps dans leurs témoignages. Et à la fin, on a essayé de retirer
toutes les thématiques exact. qui On viennent va avec ça. effectivement aller retrouver et passer ces témoignages dans le petit groupe. Avant de fermer le forum public, en tout cas la version publique, Oui. peut-être les remerciements à l'équipe qui a monté tout ça en fait. C'est des noms d'ailleurs qu'on connaît pour certaines. Oui, oui, oui. Je pense que vraiment, je dirais un grand, grand merci à Ghislaine Sirois, qui est la championne de l'action ontarienne et puis surtout de la grande bataille des services en français pour les femmes. Il y a Suzanne Cloutier, qui est une intervenante aussi de taille, qui a participé à plusieurs reprises et qui a donné vraiment ses conseils pour l'élaboration des ateliers. Et je pense les intervenantes d'Oasis qui ont travaillé non seulement à offrir des groupes, mais durant aussi le banc d'essai et surtout pour les entrevues données aux femmes. Je pense que le fait pour les femmes de voir des visages qui les comprenaient ou qui les connaissaient leur a donné un champ libre de s'exprimer. Parce que briser le silence, s'exprimer, c'était, je pense, la plus grande force de cette recherche. Mais ça va être les mots de la fin, en tout cas pour la partie publique, de s'exprimer, c'est tout le jeu, c'est tout l'enjeu. C'était aussi l'objectif finalement de ces 2 jours de forum hybride que j'ai eu le plaisir et que j'ai le plaisir encore pour quelques heures d'accompagner. On va se retrouver donc pour les intervenantes professionnelles à partir du lien que vous avez reçu, nous l'espérons. Pour les autres, merci 1000 fois de nous avoir donné de votre temps. On sait à quel point c'est important pour le grand public, pour tous les professionnels maintenant du secteur, de mieux comprendre les enjeux. Remerciements à Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, l'Institut de formation, l'équipe technique d'avoir donné cette possibilité justement de ce forum dans un format bien différent qui fait du bien par rapport au Zoom, avec le soutien de l'équipe technique qui nous a fait un bel habillage et au niveau physique et sur l'écran. On espère que c'était formateur, que c'était fort tout simplement pour vous. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver sur les médias sociaux, sur les sites internet. Et Dada, donc et merci on reste beaucoup ensemble. Faiza aussi de vouloir, de maîtriser encore une fois l'enjeu parce que c'est pas toujours facile de parler en tout des cas, agressions sexuelles. Et hier, je vous écoutais, on en finira. On n'en finira pas. On continue avec les professionnels. Je vois un sondage qui s'affiche sur l'écran. Il faut absolument le remplir, ce sondage. Je vais rester quelques secondes là-dessus, parce que pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin bien sûr nous-mêmes pour savoir si le format fonctionne pour vous. On en a besoin aussi pour les bailleurs de fonds. Donc les bailleurs de fonds, c'est ces institutions, c'est ces ministères qui soutiennent Action ontarienne, qui soutiennent l'Institut, auquel on a envie de faire passer des messages. C'est que la formation, l'information, l'éducation, la prévention, c'est important, que ces ateliers, que ces forums vous apportent quelque chose, vous aident dans votre travail quotidien. Je pense que les réponses rentrent. Vous allez me faire un petit signe en technique quand il y aura assez de réponses et puis qu'on passera qu'on pourra passer au Zoom et que je fais un petit au revoir définitif, qu'on prend une petite pause d'1 minute et qu'on se retrouve sur le Zoom. Alors, toute personne qui souhaite continuer la discussion pour se connecter dans quelques minutes sur le lien suivant. Merci d'avoir partagé tout ça. Louisa qui nous a mis un smiley avec des grands cœurs là sur les yeux. Bravo à toutes et à tous pour ce beau travail. Un nouveau lien qui a été communiqué. Donc, quand vous souhaitez. Ah, j'ai des petits gestes. Merci beaucoup, Julie. À tout de suite, Juliane. Pour rester connecté. Très bien. On se retrouve sur le Zoom pour continuer la discussion et surtout répondre à vos questions supplémentaires. À très bientôt. Au revoir.